Révélation de Qassem Soleimani sur la guerre de 2006. Révélations inédites sur la guerre entre Israël et le Hezbollah et le nettoyage ethnique du Sud-Liban planifié par Tel Aviv. Il s'agit de la seule interview jamais accordée par le général Qassem Soleimani, 3 mois avant son assassinat. Première partie, Vostfr. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puisse-t-il nous accorder son aide dans l'effort que nous entreprenons. Nous vous adressons nos salutations et nos condoléances en ces jours de Muharram, commémorant le martyre de l'imam Hussein, et demandons à Dieu d'accepter nos actes de dévotion et les vôtres. Nous vous sommes reconnaissants du temps que vous nous accordez. Nous avons longuement parlé de la guerre de 2006 avec le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, qui a bouleversé l'axe de la résistance et toute la région. Nous sommes honorés de vous accueillir, et nous aimerions parler de cette guerre avec vous, en tant que commandant de la force Quds des gardiens de la Révolution, et en tant que personne qui était personnellement présent sur le champ de bataille au Liban durant cette guerre, afin de connaître votre analyse sur cet événement grandiose. Vous n'avez jamais accordé d'interview à ce sujet. Et cet échange sera même votre première interview à la presse depuis 20 ans que vous occupez votre poste. Nous souhaiterions commencer la discussion en vous interrogeant au sujet des véritables raisons de la guerre de 33 jours, en vous demandant de nous parler de la situation dans la région avant la guerre, de 2006. Les États-Unis sont entrés dans la région 5 ans avant cette guerre, en 2001, après l'événement du 11 septembre, et ont déclenché 2 guerres en Afghanistan et en Irak. Notre première question pour vous est celle-ci: quels étaient les facteurs qui ont conduit à la guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah? Général Qassem Soleimani, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges sont dues à Dieu, le Seigneur des mondes, et que la paix et les salutations soient sur le messager de Dieu et sur sa famille immaculée. Toutes les louanges sont dues à Dieu qui nous a guidés, car sans lui, nous ne serions pas dans le droit chemin. Que la paix soit sur toi, ô Ebbe Abdullah, Imam Hussein, et sur les âmes qui se sont rassemblées sur ton parvis. Que mes salutations et la paix de Dieu soient sur vous pour toujours, tant que j'existe et tant qu'il y aura des jours et des nuits. Je vous adresse également mes condoléances en ces jours de deuil pour le martyr du maître de tous les martyrs, l'imam Hussein fils de Ali, A.S. Pour répondre à votre question, je dois dire que les principaux facteurs ayant conduit à la guerre de 33 jours avaient des causes cachées, qui étaient les véritables raisons de la guerre. Elle avait des causes apparentes et claires, qui n'étaient que des prétextes pour réaliser les objectifs secrets que l'entité sioniste cherchait à réaliser depuis un certain temps. Quand je dis qu'il y avait des causes cachées, c'est parce que nous avions quelques informations sur les préparatifs de l'entité sioniste, mais nous n'avions aucune information sur le fait que l'ennemi s'apprêtait à lancer une attaque surprise. Plus tard, sur la base de 2 déclarations ou de 2 circonstances, nous avons conclu qu'avant cette guerre, la décision avait été prise, par Israël, de déclencher une attaque surprise rapide devait être menée pour liquider le Hezbollah. Cette guerre s'est produite dans des circonstances où 2 événements importants ont eu lieu, l'un concernant toute la région et l'autre concernant exclusivement l'entité sioniste. En ce qui concerne notre région, à la suite des incidents du 11 septembre, les États-Unis avaient massivement augmenté la présence de leurs forces armées dans notre région. Une telle concentration d'effectifs et d'équipements ne se retrouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, quoique uniquement en termes de quantité, car en termes de qualité, leur force était supérieure à tout ce qui avait précédé, y compris à celle de la Seconde Guerre mondiale. En 1991, suite de l'action militaire de Saddam Hussein contre le Koweït, la première attaque américaine a eu lieu, et cette invasion américaine et la défaite de Saddam ont laissé des forces militaires dans notre région, conduisant à l'installation de bases militaires américaines permanentes. Brexit, on va s'étriper avec les Britanniques, prévoit Paris. Le chef de la diplomatie française a dit dimanche s'attendre à une négociation tendue entre l'Union européenne et Londres sur leurs relations futures post-Brexit, où les 2 parties vont s'étriper. Je pense que sur les questions commerciales ou sur le dispositif de relations futures, que l'on va engager, on va s'étriper pas mal, a déclaré Jean-Yves Le Drian lors de la conférence de sécurité de Munich, grand-messe annuelle sur les questions diplomatiques et de défense. Mais ça fait partie de la négociation, chacun va défendre ses intérêts, a-t-il ajouté. Souhaitons qu'elle se fasse le plus rapidement possible même s'il y a beaucoup de sujets et que nous avons des points lourds à gérer, a jugé le ministre français des Affaires étrangères, et moi j'en ai un en particulier, qui est la question du poisson. Monsieur Le Drian est ancien président de la région de Bretagne, région de pêche très importante en France. Récemment, il avait prévenu que la France ne transigerait pas sur le sujet dans les tractations à venir avec Londres.
En aucun cas, la pêche ne pourra servir de variable d'ajustement dans les négociations, avait-il averti, faisant valoir que les Britanniques écoulaient plus de 70% de leur pêche sur le continent européen. Les pêcheurs des pays de l'UE sont fortement dépendants des eaux britanniques. Ces dernières représentent 30% du chiffre d'affaires des pêcheurs français. À Munich, M. Le Drian a jugé en revanche que sur la question sécuritaire il faut que nous prenions acte de nos intérêts communs entre eux et Britanniques. Il a appelé à avancer davantage encore dans la coopération à l'avenir, que ce soit au plan bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne, au sein de l'OTAN, mais aussi dans des coalitions spécifiques sur des interventions que nous pourrions avoir ensemble. Le ministre a mentionné en particulier les accords de Lancaster House, en 2010, qui ont renforcé la coopération entre Paris et Londres dans la défense et dont les deux pays vont célébrer cette année le 10e anniversaire. Il a exprimé le souhait de poursuivre la coopération dans ce cadre, y compris sur les sujets sensibles. Le virus tue encore en Chine mais la contamination ralentit. Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdi dimanche en Chine et approche désormais les 1700 morts, mais le rythme de contamination amorce une décrue. Alors que le nouveau coronavirus a tué pour la première fois vendredi en dehors d'Asie, en l'occurrence un touriste chinois de 80 ans en France, un haut responsable chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l'épidémie. Selon le dernier bilan diffusé dimanche par Pékin, l'épidémie de Covid-19 a provoqué la mort de 1665 personnes, la plupart dans la province du Hubei, centre, où le virus est apparu en décembre. 142 personnes ont succombé au cours des dernières 24 heures. Plus de 68 000 personnes ont été contaminées depuis le début de la crise, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens tend à se tasser, il atteignait dimanche le chiffre de 2009, soit la troisième journée de repli consécutive. On peut déjà constater l'effet des mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie dans différentes parties du pays, s'est félicité devant la presse le porte-parole du ministère chinois de la Santé, Mi Feng. Plus prudente, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a jugé samedi qu'il était beaucoup trop tôt pour faire des prévisions sur l'évolution de la maladie. Premier mort à Taïwan. Au centre de la crise, la province du Hubei, où 56 millions d'habitants sont coupé du monde depuis le 23 janvier, a encore restreint la liberté de mouvement de ses citoyens bien au-delà de sa capitale Wuhan. Villages et cités résidentielles sont désormais soumis à une stricte gestion fermée, 24 heures sur 24, ce qui signifie que les habitants ne sont plus censés sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre. Les achats et la distribution de nourriture et de médicaments peuvent être faits de façon centralisée, précise une directive provinciale publiée dimanche. Dans le reste du monde, l'épidémie maintient la planète en alerte, avec près de 600 cas confirmés de contamination dans une trentaine de pays. La ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé samedi le décès la veille au soir d'un touriste chinois de 80 ans hospitalisé en France depuis fin janvier. Ce décès est le premier hors d'Asie, le premier en Europe, a-t-elle précisé. L'Égypte avait annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. L'île de Taïwan a aussi annoncé dimanche son premier mort, un chauffeur de taxi de 61 ans. Le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess, en quarantaine au Japon. 355 cas de contamination y ont été confirmés, dont 70 nouveaux cas annoncés dimanche. Plusieurs pays Canada, États-Unis, mais aussi Hong Kong, près d'un millier de passagers à E3 ont décidé ce week-end d'évacuer rapidement leurs ressortissants, bloqués dans le bateau en quarantaine depuis le 3 février. Mais les 3711 personnes initialement à bord n'ont pas encore toutes subi les examens permettant d'établir leur éventuelle contamination. L'évacuation des Américains en quarantaine a commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Une partie d'entre eux seront transportés dans une base militaire en Californie et d'autres au Texas. Croissance mondiale. En Chine, après avoir révoqué vendredi les plus hauts responsables politiques du Hubei et de Wuhan, le régime communiste a poursuivi le mouvement dimanche avec l'annonce de sanctions contre de hauts fonctionnaires de moindre rang. Lorsqu'une crise de cette ampleur se produit, cela prend une importance politique, car l'image internationale de la Chine et la légitimité du parti communiste sont en jeu, estime la sinologue Zhu Sun, de l'Université d'Essex, Angleterre. Le régime du président Xi Jinping fait face à une vague inédite de mécontentement pour avoir tardé à réagir à l'épidémie. Une colère attisée par la mort au début du mois d'un jeune médecin de Wuhan qui avait été convoqué par la police pour avoir alerté dès décembre sur l'apparition du virus. De façon générale, depuis Mao, l'État a fait très peu pour la santé publique, selon Madame Zhu.
Le résultat, c'est que le système de santé est très faible, inefficace, coûteux et chaotique. La directrice du Fonds monétaire international, FMI, Kristalina Georgieva a averti dimanche que l'épidémie pourrait avoir un effet négatif sur la croissance mondiale en 2020 en fonction de la capacité de la Chine à contenir sa propagation. Pour le moment, notre prévision est de 3,3% et il pourrait y avoir une réduction de 0,1 à 0,2%, a-t-elle estimé, précisant qu'il était encore trop tôt pour en estimer précisément l'impact. Nous ne connaissons pas la nature exacte de ce virus, nous ne savons pas à quelle vitesse la Chine sera capable de le contenir et s'il va se répandre, davantage, dans le monde. Ce que nous savons, c'est que cela affectera les chaînes de valeur à échelle mondiale, a-t-elle ajouté.